On va commencer d'abord par vous remercier pour m'accorder un petit peu de temps. Même s'il y avait un sujet super sexy par Super Tug dans la pièce d'à côté. Honnêtement, hein, je voulais lui faire la méga vanne de faire de la musique live dans une interface TUI. Et ça sera ma question pour vous, si quelqu'un connaît une application en mode terminal pour faire du live coding de musique. J'en ai plein en application et en mode web, et j'en ai pas qui marchent en mode TUI. Donc je suis preneur, n'hésitez pas. Et puis un immense merci au Jug Summer Camp. J'adore La Rochelle, donc c'est vraiment un super plaisir de pouvoir être là et puis de profiter de cette superbe ville. Rapidement, je m'appelle Thierry Chantier, je suis aujourd'hui développeur advocate chez Dataiku. Vous avez un petit peu toutes les coordonnées, n'hésitez pas, je réponds plutôt facilement. Vous embêtez pas avec Twitter, j'y suis plus, je le supprime pas juste pour pas me faire récupérer mon identité ou une connerie comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Si vous voulez écouter tout ce que j'ai à raconter en mode assez libre, c'est tous les lundis sur Twitch. Vous êtes les bienvenus et on reparlera de cette petite communauté qui est autour de cette émission parce qu'ils m'ont donné plein d'idées pour ce talk. Et pour Dataiku, s'il y a des gens qui sont intéressés par un produit qui fait de la data, du machine learning et de l'IA, il y a plein de postes ouverts, le QR code vous y amènera. Quand j'aborde un sujet, j'ai à peine plus de 20 ans, et du coup, je pose une question à Wikipédia. J'aime bien commencer par ça, parce que je trouve qu'il y a un petit effet « waouh, c'est trop bien ». Alors, je ne fais pas du live coding, mais moi, la Gen AI m'a permis d'avoir des illustrations un peu plus jolies que ce que je dessinais à la main très, très vilainement jusque-là. J'essaie de voir un petit peu comment le sujet est défini. Donc, bon, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a les éléments essentiels dans Wikipédia. Pour moi, une interface. Alors, il y a déjà eu un petit truc sur l'acronyme TUI, faites comme vous voulez. Text User Interface, Textual User Interface. J'utilise souvent Terminal User Interface, mais c'est un peu, ça change. Puis TUI, ça va plus vite. TUI, si vous êtes dans un contexte anglais. L'essentiel, c'est que pour moi, c'est. Alors, Wikipédia dit ça occupe la totalité de l'écran. Mais en fait, ça occupe la totalité de ce qui va être votre terminal. Et une bonne TUI doit aussi pouvoir s'adapter. Finalement, vous allez voir, il y a aujourd'hui une TUI, c'est quelque chose que je trouve assez moderne, plein de parallèles avec le monde du web. Et le fait d'être capable de s'adapter à la disponibilité d'écran que vous allez avoir dans votre terminal, c'est important. Et surtout, là où je trouve que c'est très très important dans la définition de Wikipédia, c'est que souvent ça part d'une CLI, qui va être du traitement one-shot et qui éventuellement peut faire de belles choses sur votre terminal, mais une fois. Et on va passer à un usage de votre écran et surtout un usage interactif. J'ai eu la chance de donner des cours à des étudiants, donc ça a été le traumatisme des étudiants qui ouvrent tous le laptop devant vous quand le cours commence. Et bien sûr, je me suis posé la question de, il y a ChatGPT, donc je l'ai pris en frontal et à chaque fois que je démarrais mon cours, je leur balançais ce que ChatGPT m'avait dit, mais cache. Hein. Alors des fois, ça a eu suivant les sujets, ça a eu des réponses un peu rigolotes. Là, je trouve que la réponse qu'il m'a faite, ma foi, est assez proche parce que je pense que le corpus d'entraînement devait comprendre aussi Wikipédia, donc on est assez proche. C'est évidemment waouh parce que c'est un peu plus tendance que Wikipédia. Et il rajoute des petits éléments qui sont effectivement ce que vous allez retrouver dans tous les frameworks, quels que soient les langages. Le fait qu'il n'y a pas de magie, on va s'appuyer sur les technos du terminal. Ça ne va pas réinventer ces technos-là, mais ça va s'appuyer dessus. Il y a déjà toutes les mécaniques. On va voir pour avoir un petit peu des éléments graphiques, des éléments de couleur, des éléments intéressants pour une interface. Bon, ma définition, elle n'est pas non plus super compliquée. Hein. Vous utilisez tout votre écran, vous êtes dans un terminal, c'est interactif pour moi, vous faites une TUI. On ne va pas se battre sur être des puristes de ce genre de définition. Chacun voit midi à sa porte, pas de souci pour ça. Mais avant d'en arriver là, il va falloir avoir un terminal. Et en fait, je me suis penché en faisant ce talk sur l'histoire qu'il y a derrière les terminaux. Alors, si vous êtes comme moi passionné d'histoire, faites attention dans la préparation d'un talk. Si vous tombez sur un deuxième domaine qui vous passionne, ça peut vous amener super loin et après, il faut faire la synthèse, c'est un enfer. Donc, il a fallu que je choisisse un moment. Des machines, des interactions, il y en a bien sûr avant ce que j'ai choisi là. Si j'ai choisi 1801, c'est parce que ça concerne les métiers à tisser, que j'habite sur Lyon et que dans l'histoire de Lyon, il y a les canuts qui étaient la population, le nom qu'on donnait à la population qui tissait des étoffes, alors souvent de soie pour les plus, on va dire, les plus recherchés, mais sinon il y avait aussi des tissus, des tapisseries, des choses comme ça. Et donc un métier à tisser, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, il y a une série de fils qui va permettre d'ordonner un deuxième fil ou des fils qui vont passer avec des navettes.
Et évidemment, si vous voulez faire quelque chose où il y a des motifs, il va falloir que la disposition de la trame change au fil du temps. Et pendant longtemps, il y avait 2 personnes. Il y avait le navetteur qui faisait passer cette fameuse navette. Et il avait une bascule au pied qui permettait de basculer les dispositions. Mais entre 2 bascules au pied, il fallait qu'un deuxième opérateur positionne le motif qui allait arriver derrière. Ce métier s'appelait tireur du lac et c'était souvent des enfants. Donc en 1801, nous avons Monsieur Jacquard, donc j'habite à Lyon, Monsieur Jacquard stéphanois, donc déjà à l'époque, qui a dit non mais les Lyonnais vous savez pas vous y prendre, je vais venir sauver vos enfants. Non je déconne, il venait chercher la productivité sur le métier à tisser, mais il présentait ça comme étant évidemment pour le bien-être de l'humanité. Et il s'est dit ces motifs finalement, est-ce qu'on pourrait pas les représenter sous une autre forme qui permettrait de gagner un peu de temps. Et donc c'est peut-être pas la naissance de la carte perforée, parce qu'on trouve des petites choses avant et tout ça, mais en tout cas, c'est un usage industriel pour l'époque, qui permet de reproduire des motifs. Donc quelque part, on a une machine et la possibilité d'avoir une input, une entrée humaine, qui va être cette carte perforée qui a été préparée. L'output, bon, on est loin d'un écran, mais on a notre tissu en sortie quelque part, qui représente ce que vous avez défini. Un petit peu plus tard, autour de 1840, il va y avoir tout ce qui s'est passé autour du Morse. Il faut savoir que le Morse, en 1840, c'est le web et les années 2000 pour nous. Tout le monde se bat pour inventer le nouveau truc autour du Morse, à tel point que Monsieur Morse, donc, qui a donné son nom, n'était pas le seul à faire du télégraphe. Il y avait Whetstone, il y avait d'autres inventeurs. Il se plaignait dans les journaux déjà à l'époque de passer plus de temps à défendre le fait qu'il était l'inventeur de ce genre de choses par rapport aux autres qui cherchaient à lui grappiller un peu ce qu'il avait inventé lui. Peu importe, les problèmes des brevets étaient déjà là. Et là, ce qui est intéressant, alors l'entrée, c'était la fameuse petite manette, vous savez, long court, on donnait des impulsions électriques, transmission par un câble. Et de l'autre côté, au début, on avait un opérateur qui entendait un son court, long, et il retranscrivait à la main. Ouais, mais si l'opérateur étant un être humain, il est malade, il va aux toilettes, il a besoin de manger, il a besoin de... Ça ne marchait pas. Donc, pour pallier à ces moments d'absence, et puis au final, c'était plus facile de gérer comme ça, on a mis au point un autre système perforé qui permettait d'avoir le résultat sur une bande. Quand c'était fini, on arrachait le message, donc on avait quelque part une forme d'archivage aussi au passage, et donc on avait un joli output qui sortait de la machine. Vous voyez, on a un input la fois d'avant, là un output, on avance. Autour de 1890, une autre avancée qui va nous ramener vers le terminal, c'est un des recensements des États-Unis en 1890. C'était pour tous les États du monde, le recensement était quelque chose de très long parce qu'il fallait collecter, après il fallait interpréter. Enfin, c'était des années et des années. Quand je dis des années, un recensement, le résultat arrivait presque 8-10 ans après. Donc là, les États-Unis ont l'idée de faire une espèce d'appel d'offres et de dire est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer tout ça. Et il se trouve qu'il y a des gens qui travaillaient au département des statistiques, au département du recensement, et c'est eux qui vont faire les premières, ce qu'on a appelé les machines statistiques, qui permettaient d'avoir un rapport recueilli sur le terrain et d'en sortir une vraie statistique utilisable. Et au passage, dans tout ça, on a inventé 7 cartes perforées qui a 80 colonnes pour l'information. Ceux qui ont eu des terminaux verts et noirs savent que 80, ça a du sens, même si aujourd'hui ça n'en a plus trop avec nos fenêtres. Et puis on a un système d'encodage qui commence à apparaître pour encoder le langage. Même si on n'a pas des phrases complètes, on a la capacité avec cette carte perforée d'avoir des lettres et des chiffres à l'arrivée. Et c'est la naissance des standards BCDE, BCDIC et ASCII qui seront les standards utilisés jusque lointain dans l'informatique, bien avant UTF-8 et UTF-16 et autres. Et donc nous avons tous les éléments pour avoir un terminal. On avance encore un petit peu, là on arrive aux années 50, 60, 1950, 1960. On a le téléscripteur qui était un clavier de type machine à écrire, qui permettait de saisir l'information, là encore par le biais derrière d'un encodage au choix BCDE, BCDIC, ASCII. Transmission du signal, récupération du signal, et en guise d'output, une imprimante. Au milieu, vous avez d'autres standards qui peuvent être rigolos de découvrir. Donc Télétype, c'est juste une marque de téléscripteur à l'époque. Mais si c'est intéressant, Télétype, c'est que l'abréviation de la marque, c'était TTY. Et si vous avez plongé dans un système POSIX, je pense que TTY, ça vous parle. Ça vient de là.
C'est ce genre de choses. Il faut savoir que le Telex, notamment en France, alors l'âge d'or, c'est les années 90, le Telex, 80-90, beaucoup d'usages, énormément d'usages administratifs et bancaires. Les services de France Télécom, post-PTT et avant Orange, ça a perduré et c'est arrivé, je crois, jusqu'en 2017. Le dernier outil Telex s'est arrêté en 2017. J'ai trouvé ça hallucinant. Il ne devait pas y avoir grand monde sur ce type de service. Mais après tout, pourquoi pas. Et puis là, on arrive à l'étape où DEC peut utiliser la technologie des écrans cathodiques. Elle a un écran. On communique avec ce qui va devenir petit à petit, ça va être les mainframes en fait, les premiers systèmes. On a juste des terminaux qui interrogent un système central. Et à partir de là, on a toutes nos briques pour dire on a un terminal, il y a un écran. Évidemment, l'écran a 80 colonnes. Le clavier, c'est le clavier qu'on s'est tapé pour... Il y a un sujet en fin de journée sur les claviers qui, je pense, parle très très bien de ça. N'hésitez pas à aller voir ça, qui vous expliquera pour quelles raisons on a choisi cette disposition de touche et pourquoi c'est une super mauvaise idée de continuer aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de raison aujourd'hui. Bref. Hop. Alors les interfaces ont bien sûr évolué. Alors je vous ai mis celles qui, moi, toujours pareil, je suis jeune et très très jeune dans la technologie. J'ai vu apparaître toutes ces interfaces. J'ai eu la chance de travailler avec les premiers macOS, qui s'appelaient pas du tout comme ça à l'époque. Ça, c'est ma petite, mon petit bonbon. Les interfaces sous Atari, il y avait des choses super bien sur Amiga. Il n'y a pas de guerre avec moi, vous allez voir, il n'y a pas de souci. On en pense ce qu'on veut. La démocratisation des fenêtres sans Windows, je pense que ça aurait mis beaucoup plus longtemps. Moi, l'arrivée d'Ubuntu, ça a été aussi une nouvelle étape avec le retour du terminal parce qu'on pouvait faire tout coexister et je commençais à avoir des serveurs et tout. C'était vraiment bien. Je reste un fan de l'interface de macOS. Pour ce qui est de la stabilité des drivers de macOS aujourd'hui, on peut en discuter de système. Mais en tout cas, visuellement, ça me plaît beaucoup. Et puis, on a aussi aujourd'hui des systèmes qui vont être entièrement dans le cloud, dans votre navigateur. Il y a plein de solutions. Il n'empêche que derrière tout ça, vous pouvez y aller. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans l'infra ou les choses de bosser sur de la maintenance de serveurs un petit peu dans la salle, pas trop. Je pense que c'est des populations qui travaillent tous les jours avec un terminal parce que il y a plein de cas où il n'y a pas besoin de plus. Et c'est ces personnes-là, je pense aujourd'hui, qui sont à la fois moteurs pour avoir des CLI de qualité, mais aussi maintenant des TUI, comme on va le voir. Je n'ai plus la chance de travailler au quotidien, coucou Stéphane, coucou Aurélie, dans une entreprise qui fait beaucoup de Kubernetes, mais en tout cas, j'avais pas cette maîtrise de tout ce qu'il fallait avec Kubernetes. Donc j'avais beau travailler avec quelqu'un de très compétent qui a fait un super bouquin, apprenez Kubernetes in a Visual Way, hop, petite pipe gratuite, bisous. Et moi, c'était mon outil magique, K9S. C'est un outil qui va vous permettre d'explorer l'état de vos clusters avec la capacité de ne pas avoir besoin de vous rappeler exactement de la ligne de commande de kubectl qui va avec. Je trouve que c'est un outil formidable. Je vais vous en montrer un aussi rapidement, parce que c'est bien beau de parler. D'abord, ça me fatigue. Puis là, hop, on va faire comme ça. Hop. Donc vous m'entendez encore, tout va bien. Pareil, je ne vous la refais pas, j'ai 20 ans mais j'ai besoin de lunettes. Hop. Ah, évidemment, je ne suis pas parti du bon endroit. Hop. Hop. Voilà, ça c'est un outil qui m'est arrivé d'utiliser super souvent quand vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un Postman ou des choses comme ça pour tester vos API. Ça s'appelle Posting et ça implémente beaucoup de fonctionnalités. Alors pas toutes les fonctionnalités de Postman, attention, mais ça vous permet de définir, vous voyez, vous avez le choix de définir des requêtes get, post, put, enfin tout ce que vous avez besoin pour votre API. Vous pouvez les stocker dans des collections, vous pouvez archiver vos collections, vous pouvez évidemment les rappeler, les lancer. Voilà. Donc là, c'est juste une API en local de mon instance du produit Dataiku qui tourne sur ma machine. Il y a une API, je peux l'interroger avec. Voilà. Vous pouvez rajouter tout ce qu'il faut, les mirror tokens, enfin tout ce qu'il faut pour fonctionner. Et je trouve ça plutôt agréable dans plein de cas d'usage d'avoir directement accès à ça. Les cas d'usage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais toutes les TUI aujourd'hui, elles ont du sens quand tout ce que vous avez pour vous connecter sur une machine, c'est une connexion SSH.
On peut toujours monter à travers une connexion SSH, une connexion à X ou à l'environnement graphique qui est sur la machine, mais est-ce que c'est souvent utile, est-ce que c'est souvent fait? Je pense pas. Donc si vous avez juste votre terminal et votre connexion SSH, ça ne vous empêche pas d'avoir quand même des outils un peu plus visuels qui vous permettent de rassembler l'information et les actions dont vous allez avoir besoin. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'était pour vous montrer un exemple. Et encore une fois, je rêve de pouvoir faire un peu de musique avec ce genre d'outils. J'attends vos suggestions. Voilà, et évidemment, hop. Donc il n'y a pas de standardisation des touches pour sortir des TUI. Chaque framework a sa version. Il y a des CTRL-C pour certains, des Q, des CTRL-Q. J'adorerais qu'il y ait une petite standardisation de ça. Ça me faciliterait la vie, vous n'avez pas idée. Juste avant de vous montrer du code, parce que l'idée c'est quand même de vous montrer comment on fait ça concrètement. Voilà, ça c'était si jamais la démo ne marche pas, toujours prévoir une slide. Hein. Conseil d'amis, c'est toujours valable. Si on veut coder son outil en TUI, comment on s'y prend, quel langage choisir, alors la réponse c'est ça va dépendre de vous ou de votre équipe et du contexte. Ça c'est un conseil je pense qui est valable quel que soit le sujet. En technologie, choisissez pas le truc parce que vous l'avez vu dans un article et que ça a l'air d'être hype. Tenez compte de ce que vous connaissez, ce que vous avez envie de faire, de ce que votre environnement, vos équipes sont capables de gérer. Il n'y a pas de mauvais outils pour la TUI. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quasiment utiliser n'importe quel langage. On va y revenir malheureusement dès la première slide. On ne peut pas aujourd'hui faire de super applications en TUI avec Java, et j'en suis très triste parce que c'est un de mes premiers langages. On peut faire des super CLI. Je vous conseille Picocli. Je vous conseille ce soir un talk sur Picocli avec Stéphane qui vous permet, alors là il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment faire des CLI, il n'y a aucun problème. Pour la couche de TUI, moi j'ai trouvé des projets, il y a le projet Lanterna, j'ai pu faire quelques petites bribes de choses, mais c'est pas trop maintenu, on sent qu'il manque une petite impulsion. Il m'a semblé lire des choses dans des commentaires, dans les forums qui parlent de Picocli, je désespère pas d'y arriver. Quelqu'un m'avait conseillé lors d'un autre talk d'aller voir la réalisation de Jack Wharton qui s'appelle Mosaic, mais ça utilise la JVM, mais c'est du Kotlin, pas de problème, ça ne me dérange pas, mais c'est basé sur le fait qu'on fasse du Kotlin multiplateforme, et donc c'est un setup de projet un peu particulier. Alors j'ai fait des petites bribes de choses, ça manque un peu de doc, et je ne suis pas familier de la technologie. Donc je ne désespère pas de continuer de pouvoir donner ce talk et un jour de commencer par une démo en Java. Je rêve de ça. Encore un appel, si vous avez des infos là-dessus, vous avez vu mes infos pour me contacter, je suis partant. Je vous mettrai les autres slides pour les autres langages, mais je pense que c'est mieux de vous montrer comment ça fonctionne. Je vais faire un petit sondage rapide. Qui code déjà en Java? Puisque j'ai commencé par ça. Pas de surprise, Jack Summercamp quand même à un moment donné, il faut qu'il y ait un lien. Qui code en Python. On a le droit de coder en plusieurs langages, bien sûr. En Go. Pas mal, pas mal, pas mal. En Rust. En prod. C'est pareil, j'ai des petits rêves avec ce talk. Ouais, bon, voilà, j'aimerais que ça avance, parce qu'il n'y a pas de raison. J'aimerais entendre de plus en plus souvent, ou de voir des mains se lever et qu'elles restent levées au moment où on part en prod, parce qu'il n'y a pas de raison que ça parte pas en prod aussi. Donc je vais vous faire un petit peu avec ces langages-là. Je suis beaucoup plus à l'aise avec Python, donc je vais passer un peu plus de temps avec Python, mais les exemples sont là, les outils sont là, donc vous aurez un tour de tout ça. Allons-y. Alors, je vais un peu tricher, utiliser un petit peu des bouts de template, ça va plus vite. Pour ce qui concerne Python, il y a plusieurs approches. Je vais vous montrer à chaque fois l'approche. Déjà, on commence avec une CLI et on rajoute une TUI par-dessus. Pour ce qui est de Python, moi, mon choix, ça a été d'utiliser Typer pour l'aspect CLI. Il y a plein d'autres façons de faire. Il y a plein d'autres outils. Ça, le côté CLI est riche. Pourquoi j'ai choisi Typer? C'est un choix personnel. C'est parce que j'ai fait beaucoup de FastAPI, qui est un framework qui permet de déployer des API en Python. Et c'est la même personne qui a fait le framework Typer avec la même philosophie, le même type d'annotation et le même genre de choses. Est-ce que c'est assez gros pour ceux qui sont au fond là quand même? C'est à peu près lisible? Je grossir encore un petit coup peut-être quand même. Voilà, ça devrait aller. On va retrouver la même philosophie de dire je vais créer une application de type alors soit FastAPI, soit Typer. Là je lui dis celui Typer et puis dans mon main je balance cette application. Donc là, pour l'instant, ça ne fait rien, bien évidemment. Hop. Ouais, c'est pas magique, hein, quand même, je trouve. Hop, voilà.
L'idée, c'est d'utiliser des annotations pour votre CLI et vous allez créer des commandes. Et si vous voulez aller plus loin, on peut créer des sous-commandes, on peut rajouter des options, on a tout ce genre de choses. Là, je crée juste une première commande et vous n'êtes pas obligé de donner un nom de fonction. Ici, j'ai donné le même nom à la commande et au nom de fonction. Vous allez voir après, ça n'a pas d'importance, c'est l'annotation qui va importer. Et donc là, ça va créer une commande starter quand vous allez lancer votre CLI, que vous allez lui dire de faire la CLI et cette commande starter, ça va exécuter ce qu'il y a dedans. J'en profite au passage pour vous montrer, et c'est le premier import que je fais, et c'est quand je crée l'objet console, ça vient d'une librairie qui s'appelle Rich. Pourquoi j'utilise Rich? Parce que derrière, pour l'aspect TUI, je vais utiliser Textual. Textual et Rich, alors c'est la même personne à la base, et surtout c'est les mêmes équipes. Donc il y a une cohérence. Rich est là pour l'aspect, je suis dans le terminal, je veux un rendu de ce que je veux afficher, avec un petit peu de style, de la couleur, des effets comme ça. Et ensuite, on aura Textual qui va rajouter toute la logique applicative d'une TUI. Pardon, hop, c'est ici, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Ah, ça, c'est les changements avec... Ouais, c'est ça. Hop. Je suis plus dans Python. Hop. Hop. Démo. Main. Donc c'est pareil, je vais peut-être grossir un petit peu. Voilà. Donc là, waouh, tout ce que ça a fait, c'est rien. Sauf que, au passage, je vous montre l'aspect CLI, sans que je rajoute quoi que ce soit au code que vous venez de voir. J'ai un helper qui est intégré, qui est fourni, qui va aller parser le fait que vous ayez mis des annotations de commandes, de sous-commandes et d'options. Vous rajoutez une docstring, ça va vous faire aussi la documentation qui apparaîtra quand vous faites le --help. Vous voyez que, alors ça c'est un choix, vous pouvez l'activer ou le désactiver, par défaut c'est activé. Vous pouvez même proposer une complétion de votre CLI au terminal que vous êtes en train d'utiliser. Et vous avez directement ce genre de choses. Donc je trouve que c'est pas mal. Et au passage, Typer utilise aussi Rich dessous pour faire le petit encadré que vous voyez, le fait qu'il y ait de la couleur sur le mot usage, du gras sur main.py et options, et ainsi de suite. Donc on a déjà tout ce petit monde qui se parle, ça reste assez cohérent. Si je veux aller un peu plus loin, je vais lui rajouter une deuxième commande. Donc là, vous avez vu, quand j'ai lancé là, au niveau du terminal, j'ai lancé directement sans rien spécifier. Comme j'avais une seule commande, il a été sympa avec moi, mais si je lui fais avec le nom de la commande, ça fait le même résultat. Mais par défaut, il n'en a qu'une, il va vous lancer celle-là. J'en rajoute une seconde, juste pour le propos là. Ce que ça fait, je vous montrerai rapidement le code. Ça interroge ma fameuse instance de Dataiku. C'est un produit où il y a des projets, il y a des utilisateurs, il y a des choses comme ça, et il y a une API. Donc moi, ça me permet en local d'avoir quelque chose à interroger. Je vais créer aussi, alors l'objet console est là pour dire je vais faire quelque chose de particulier à l'affichage. Je ne suis pas encore en TUI, quelque part c'est les prémices. Et ce coup-ci, je vais vouloir afficher mes données sous forme de table. Et si je ne fais pas le composant, donc là c'est parce que hop, quand on utilise ça, ça marche une fois sur deux. Voilà. La fonction question, elle n'est pas, je l'ai découpée en deux bouts. Il y a juste l'appel à la fameuse API. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est un objet du SDK. On configure l'hôte, une clé, on lui demande de lister les utilisateurs. J'ai la même chose pour les projets qu'on va voir juste après. Je vous le montre en même temps. Je liste mes projets. Je fais ma petite tambouille pour retourner que les éléments qui m'intéressent. Mais si je vais dans la partie qui nous intéresse pour l'aspect visuel, construire une table, donc là pour l'instant on est dans des composants rich, c'est juste comme si vous déclariez, si vous avez des souvenirs et si vous avez fait du HTML au tout début, on est vraiment très proche, on va vraiment être très déclaratif, je veux un objet table, je vais lui rajouter des colonnes. Vous voyez qu'au passage, tout ce qui va être le styling, ça utilise des mots-clés qui sont ceux du CSS. Will McGugan qui a créé a beaucoup travaillé dans le monde du web avant de faire des applications de ce type-là et il cherche toujours à tirer parti des deux. Pour info, Textual qui fait des TUI, il y a un petit flag que vous pouvez rajouter, il vous génère un site web de votre TUI. Pourquoi? Pourquoi pas? Et en tout cas, si ça permet de faire ça, c'est parce que les concepts qui sont derrière, il les a traités de la même façon. Donc c'est juste la façon dont il fait le rendu au bout du bout qui va changer, mais
C'est pas, pour lui, c'était pas une grosse différence. Donc ça l'avait fait marrer au début et il l'a laissé dans le produit. Moi, je trouve que c'est assez rigolo. Donc on crée ces fameuses colonnes, on leur donne un peu de style, des informations. Après, je parcours ma liste d'utilisateurs. Il se trouve que ça me retourne des objets qui viennent de l'API de Dataiku. Donc je récupère la partie settings, je récupère les infos qui m'intéressent. Et je vais rajouter des lignes à cette fameuse table. Je retourne la table, ça retourne dans l'application. Et on va espérer que ça fonctionne. Donc j'ai rajouté une commande users. Voilà, donc ça donne ce genre de choses, vous voyez, j'ai une table, je me suis amusé à faire un petit peu, à rajouter un peu des couleurs à droite à gauche pour vous montrer qu'il y avait quand même quelques capacités. Un point extrêmement important, la colonne connected est une pensée personnelle pour mon ami Philippe Charrière. Ça marche avec les emojis, voilà, c'est très important de tester avec des emojis. C'est le premier truc qu'il faut faire. Le talk juste avant sur la cybersécu, il y a quand même des cas où avec des emojis, vous pouvez... enfin bref, c'est pas mon domaine, mais je vous assure, c'est possible. Donc voilà, on utilise Reach, on a quelque chose qui est pas mal, mais on est toujours dans de la CLI. Ce qui est un peu dommage, vu que le but c'est d'avoir une TUI quand même. Donc on va juste franchir, ici, la dernière étape. Donc là, j'ai pas fait une super architecture. On rebondit sur les mêmes principes. On va créer une application avec le framework textual qui reprend les mêmes principes. Et on va faire un run de cette application. C'est pas forcément la meilleure façon d'aborder le truc, mais pour une petite démo, ça fait l'affaire. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Une application textuelle va de base vous fournir un certain nombre de services et un certain nombre de méthodes préexistantes. Là, au tout début, vous savez quoi? Je vous montre le résultat et après on le décortique. Comme ça, on sait de quoi on parle. Voilà, hop. Donc ça va faire ce genre de choses. C'est une application avec des onglets. On retrouve ici, c'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure en mode CLI, ma table avec mes utilisateurs. J'ai fait la même chose, mais ce coup-ci avec les projets. Donc ça c'est pour moi, quand j'ai fait ma démo, je dis comme ça, je sais que tout marche et tout. Et la dernière étape où on bascule dans un composant particulier, c'est une data table, c'est-à-dire que c'est une table où on peut commencer à interagir, à naviguer dedans. Vous voyez qu'on a en bas, on a l'ascenseur pour la navigation. Si j'avais beaucoup de données, on aurait aussi un navigateur, on aurait un ascenseur vertical. Et surtout une data table. À partir du moment où vous êtes dans ce type d'objet, vous avez la possibilité d'interagir, d'aller modifier vos données. Donc là, on est rentré dans la partie TOI puis pure et dure. Tout en bas, je pense, alors ceux du fond, on ne le voit peut-être pas juste derrière moi là, vous avez les petits raccourcis clavier qui vous sont rappelés. Donc je peux passer en fait d'un onglet à l'autre. Voilà. Ça marche bien et je ne l'ai pas désactivé, j'ai laissé exprès. Vous avez la commande CTRL P qui était signalée de ce côté là. Ça vous ouvre un menu qui est inclus par défaut, qui vous permet directement d'avoir du theming qui ne marche pas, ou je suis allé vite peut-être, j'ai mis le même que j'avais déjà, non? Ah bon, voilà. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont déjà intégrées. Évidemment, le theming, c'est des fichiers déclarés à côté. Vous pouvez avoir celui qui vous correspond. Vous pouvez aussi quitter l'application, même s'il y a un raccourci clavier derrière. Et moi, j'utilise ça régulièrement. Vous pouvez faire des screenshots directement de votre application. Si vous écrivez de la doc, c'est super d'avoir ça. Il y a même une API dans le SDK si vous voulez automatiser dans votre CI. Je vous montre un peu comment c'est articulé derrière tout ça. Donc, ce que vous trouvez là, le premier tableau Bindings, c'est ni plus ni moins que les raccourcis clavier qu'on avait tout à l'heure. Pas parler trop près, sinon je vais vous faire du Larsen. Et les deux principales méthodes des applications dans Textual, vous allez avoir ce qui se passe au moment du démarrage dans la méthode onMount. C'est là où j'ai décidé de charger mes données. Je les charge une fois pour toutes. Je ne suis pas dans le dynamisme où je vais recharger s'il se passe des choses. Je rajoute, je construis ma table, et comme ça elle est prête, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour démarrer. Et dans la partie compose, c'est là où je rajoute, alors je ne l'ai pas modifié, mais l'objet footer est quelque chose que vous pouvez modifier. Par défaut, ça fait ce que vous avez vu avec les bindings, le petit rappel de la palette et ces choses comme ça. Et derrière, j'ai un objet qui me permet de décrire le fait que je veux une application avec des onglets. Je décris chacun des onglets. Et là, vous voyez, ici, dans la partie qui est appelée statique, j'appelle exactement la méthode que j'avais tout à l'heure en CLI, Reach, Textual, Compatible, zéro souci. Et là, c'est là où je crée la fameuse data table, plus une petite mécanique où je switch de table, où j'indique par un flag quel est l'onglet qui est actif.
Donc voilà, pour la partie Python, j'ai ce genre de choses. Vous aurez les liens évidemment de tout ce que je vous montre, hein. Le projet il est accessible, il n'y a pas de problème. Avant de faire une démo avec l'API de Dataiku, j'utilisais GitLab. C'est les mêmes principes, hein, vous trouverez la même chose, j'utilise leur API. J'utilise ça pour faire une espèce de petite application dans le terminal de To-Do List en utilisant les API d'Issue, qui ont une sous-API qui fait des to-do. Il y a une petite magie entre les issues et les items de to-do qui est peut-être pas très clair dans GitLab, mais ça, moi, ça me servait d'avoir ma petite to-do sur les projets que j'ai sur GitLab. Donc voilà, vous avez ce genre de démo qui est disponible. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait ça avec Go. Donc pareil, je pense que le mieux c'est de vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Hop. Celui-là, je ne l'ai pas compilé, mais on va aller le lancer à la main. Alors le premier, c'est juste pour vous montrer ce que des gens plus doués que moi et qui font plus qu'une démo font avec Go. Donc c'est une petite application de monitoring qui récupère les informations sur votre système et qui en temps réel vous montre un petit peu ce qui est consommé. Voilà. C'est le genre de choses qui peut... alors bien sûr, vous allez me répondre, sur mes serveurs j'ai déjà top, htop, btop, oneagain-top. Ouais, mais là c'est votre top. Donc il peut y avoir un truc applicatif qui vous concerne vous, et vous n'avez pas besoin d'installer des choses très complexes. Un petit binaire en Go, il est tout petit, vous le déployez sur vos serveurs et vous avez peut-être quelque chose qui vous concerne vous, que vous voulez surveiller plus précisément sur un serveur. Je ne vous parle même pas de centraliser, ça c'est encore mieux, hein. On en revient à ce qu'on fait avec KNFS. Hop, et je vais vous montrer la deuxième application, parce que c'est celle que je vais vous montrer en termes de code. Merde, évidemment. Donc là, c'est une application qui va interroger l'API de Steam. API qui retourne des choses un peu étranges, mais qui me permettent de dire que c'est bien qu'on ne montre pas les jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie sur Steam, sinon il y aurait Diablo 4 avec plus de 300 heures. En tout cas, ça permet de retrouver, je vais vous montrer en termes de code, les mêmes genres de concepts. On a là un appel d'API, on a une table, on a le fait que ce soit interactif, vous avez un petit footer qui vous rappelle les commandes utilisables, ce genre de choses. Voilà. Au passage, je vous conseille Island and Train, qui est très chill. Je ne sais pas pourquoi il met 0, parce que je suis à plus de 0. Hop, pardon, j'y étais. Donc en Go, on va retrouver... Alors pour la partie CLI, c'est généralement Cobra souvent qui est utilisé. Même s'il y a d'autres outils, c'est quand même celui où vous allez trouver le plus de références. Et pour la partie TUI, moi j'utilise les outils qui sont faits par Charm. Alors je ne sais jamais si l'entreprise s'appelle Charm ou Charm SH, j'avoue j'ai un trou. Et j'adore le nom de leurs différents outils. On développe des Charm bracelets, vous faites du recording dans le terminal, vous avez une application qui s'appelle VHS, j'adore. J'aime beaucoup leur approche de nommage. Donc là, l'application est vraiment très très simple. J'ai besoin d'avoir des identifiants, des clés pour mon appel à l'API de Steam. Je suis dans PyCharm, c'est pas la peine de chercher à faire le malin, il va falloir que j'aille dépioter tout ça à la mimine. Les requêtes, hein, vous me pardonnerez, il n'y avait pas de SDK, je fais du appel HTTP, je contrôle une erreur sur 2, c'est pas grave, ça marche. Je vous ai vu, ne jugez pas. J'aime tous les langages, aimez-moi en retour. Pour ce qui est, donc, je vous ai dit, de la partie TUI, donc on va avoir différents projets qui sont utilisés là. Le principal s'appelle BubbleTea. Vous verrez tout à l'heure, le logo est absolument formidable. Qui va se charger d'être le framework de base de votre application TUI. Et après, il y a peut-être des choses moins intégrées dans le framework de base, comme vous allez avoir en Python avec Textual, mais par contre, il y a plein de repositories, soit faits par Charm, soit par des contributeurs, qui ont rajouté des composants qui vont vous manquer éventuellement. Donc là, en l'occurrence, la table n'est pas incluse dans BubbleTea lui-même, ils ont préféré gérer ça à côté, parce que ça a un cycle de vie un peu différent. Et vous avez le dernier qui est LibGloss, toujours un hommage extraordinaire qui va, je pense, petit indice, LibGloss, ça va vous permettre de faire le styling et l'apparence de votre application. Pour BubbleTea, c'est structuré un petit peu différemment, on va retrouver plutôt un système modèle vue contrôleur. Donc vous allez définir le modèle de votre application, quelles données elle manipule, et ensuite vous décrivez l'application. Vous allez avoir la gestion de tout ce qui va être les commandes, donc c'est les petites couches de Cobra qui se baladent au milieu.
Peu importe. Pour la partie pure TUI, que je me mélange pas. Tac, tac, tac. Voilà. Vous allez pareil. Alors vous allez définir vos objets qui vont représenter vos colonnes. Vous allez définir ce qui va être votre liste de lignes. À l'aide du résultat de l'API, vous peuplez toutes vos lignes et vous assemblez ça avec un petit élément. Vous créez votre objet table, vous lui dites voilà les colonnes, voilà les lignes, voilà quelques informations comme par exemple où est-ce que je mets le focus, comment ça va apparaître, quelles sont la taille des éléments. Puis vous faites appel à LibGloss sur cet objet-là pour lui rajouter les éléments de styling que vous souhaitez apporter à votre application. Et tada, vous avez votre application qui fonctionne. Donc ouais, là je vous conseille vraiment, côté charm, ça fait un peu l'unanimité côté Go. Canefs est développé avec ces librairies-là, par exemple. Donc on peut faire de très belles applications d'ampleur avec, aucun problème. On arrive à mon petit roulement de tambour personnel. Il va falloir que je vous montre du Rust. Et je n'ai strictement rien contre le langage, c'est juste j'ai énormément de mal. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, plusieurs fois que j'en repars. Mais les LM m'ont beaucoup aidé pour ça. Pour la peine, pour de l'apprentissage initial. Plus le compilo qui certes vous tape sur les doigts mais vous donne quand même des infos. Donc j'ai réussi à m'en sortir. Et vous allez voir, on va parler d'un framework. Alors là, le nom, le logo, c'est la pépite, c'est Ratatouille. Et je veux pas savoir si ça s'appelle Ratatouille, c'est Ratatouille. Les mecs ont un rat cuistot en guise de logo, c'est Ratatouille, point. Et pour la peine, c'est pas celui que j'utilise parce que je suis pas familier avec le langage, mais pour moi c'est celui qui est le plus puissant en termes de performance. Donc si vous avez une application qui a besoin d'un très grand taux de rafraîchissement, qui a besoin, on m'a encore montré juste, merci, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cet été autour de Ratatouille. Il y a eu un grand concours d'applications. Vraiment, allez regarder, il y a des choses formidables qui sont sorties. Personnellement, je suis en attente d'un projet où il y a aussi de l'électronique parce qu'on arrive à embarquer des choses. Il y a un outil qui va permettre de piloter, qui va faire de l'analyse d'ondes d'une guitare. Enfin bref, ça me sert à rien, mais je vais évidemment essayer de le faire fonctionner. En tout cas, en termes de performance pure, c'est imbattable parce que là, vous descendez jusqu'à la phase de compilation qui correspond à votre système. Là, Go est pas loin derrière et malgré tout mon amour de Python, en termes de performance, ça fait très bien le job. Vous n'allez pas avoir de flickering, mais c'est pas si votre besoin est de mettre à jour votre écran de terminal très vite, très souvent avec beaucoup de choses, ouais. Rust, Ratatouille, je pense que c'est pas mal. Pareil, je vous montre ce que ça donne. Tac, Rust. Je l'ai déjà compilé. Ma petite application pour le jug. On croise les doigts, non, ça va. Je suis juste parti d'une de leurs démos qui divise l'écran en deux, qui fait 2 zones qui sont autonomes. C'est ma partie préférée, c'est le layouting, la façon dont elle est déclarée. Vous allez voir, c'est un pattern de builder qui est vraiment formidable. Et j'ai utilisé, juste je cherche une quote sur un site où il y a des quotes, et c'est toujours le moment où je me dis pourvu qu'il n'y ait pas une connerie, en plus c'est enregistré, mais ça va. Ok. Et je suis assez d'accord. Je vous laisse lire la quote, je suis assez d'accord, ça fonctionne bien. Hop, je vais vous montrer comment ça se passe derrière tout ça. Là, on va avoir... Alors, c'est aussi pour ça que je le fais dans ce sens-là. Certes, on est allé jusqu'à Rust, alors que Python était peut-être un peu moins performant. Par contre, en termes d'intégration, c'est là où on est le moins intégré. Je pense qu'il y a plein de raisons. Ceux qui développent en Rust ont peut-être plus d'explications que moi, mais ma sensation, et ça sort de l'aspect TUI, c'est que Rust aime les choses beaucoup plus unitaires et qui le font bien, mais beaucoup plus unitaires. Donc vous allez avoir besoin de plus de choses à importer, mais c'est pas grave, elles sont faites pour travailler ensemble, donc il n'y a pas de souci. Donc la partie color air, ça va être ce qui va vous aider à manipuler un peu du styling, mais pas tout le styling. Vous avez la partie ratatouille, et là on ne le voit pas. Je kiffe de dire ratatouille dans une conférence, vous ne pouvez pas imaginer. Et vous avez un élément super important, c'est la librairie Crossterm qui va vraiment se charger d'être capable d'interagir avec votre terminal et de travailler avec votre terminal dans les couches basses. Pareil, on est très brut, hein. J'ai fait une requête pure et dure à l'API, donc une request. Voilà. Et la partie TUI elle-même, donc on crée l'application, pardon, on fait appel
à la méthode qui va aller récupérer la ligne de texte, hein, c'est rien d'autre que le retour d'une ligne de texte d'une API, et je lui demande de dessiner à partir d'un terminal que j'ai instancié par la librairie Crossterm. Je lui dis bah, maintenant tu as une frame à dessiner au boulot. Donc c'est là où je vous disais que alors c'est probablement, je pense, un petit plaisir de javaïste en fait, d'avoir ce builder. C'est quelque chose que j'ai découvert là, donc je pense que c'est ça qui doit me faire plaisir, j'imagine. Vous allez retrouver le fameux layouting. Là, on définit le fait qu'on va définir un layout d'abord de type vertical. Et évidemment, vous pouvez avoir des sous-layouts après en horizontal. Vous pouvez composer un peu comme un layout de page web aussi. Vous pouvez lui rajouter des contraintes. Là, on est en train d'indiquer que certes, ça sera vertical, mais on voudra 2 zones, et ces 2 zones seront partagées à 50%. Et l'action finale, c'est de dire qu'on fait réellement le split de ce layout en lui donnant la zone qui va travailler. C'est-à-dire que si vous faites des sous-layouts, en fait, vous allez lui passer un sous-layout, une partie de votre layout déjà en split, vous récupérez un des éléments, et vous pouvez aussi avoir un builder qui va s'occuper de cette zone-là. Ensuite, on va avoir la partie qui va être en charge d'une ligne que je vais afficher, c'est du texte que je mets directement. Et pareil, je la construis en lui mettant un petit peu de... Ouais, on la met en gras, on la met en bleu, on la centre, on met ces éléments-là. Et on va faire un rendu de la frame. Alors c'est la partie qui est en haut, puisque là on indique le layout 0, c'est le premier. Quand il fait son découpage vertical, il parle du haut et il descend. Et après, vous avez la partie avec la partie quote, où j'assemble pareil du texte, je lui dis qu'il est centré, j'utilise le deuxième layout. Et voilà, à partir de là, j'ai mon application. Donc là, on a la partie cross-term qui va permettre de gérer le fait que vous allez pouvoir interagir avec vos touches. C'est là où ça va se passer. C'est là où je dis que c'est moins intégré, c'est-à-dire que vous allez faire appel à différentes briques, mais elles se répondent les unes les autres, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la partie Rust. Je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Voilà. Donc on va faire un petit résumé de tout ça. Donc pour la partie en Python, tout ça vous allez l'avoir à la fin, mais c'est pour vous le rappeler. La partie CLI, Typer, Textual pour la partie TUI. Donc pour info, Textual était, donc son inventeur et l'équipe derrière avaient une société qui s'appelait Textualize qui malheureusement a fermé les portes cet été. Parfois le monde de l'open source n'est pas récompensé à sa juste valeur. Donc il boude en ce moment, il fait un super projet autour d'une interface terminale multi-agentique, tout ça. C'est super, mais il faut contribuer à hauteur de 5 000 $ par mois à la partie open source du projet pour y avoir accès. Et je peux comprendre, parce qu'il a besoin de vivre comme tout le monde. Mais j'espère que ça aboutira, parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Dans l'écosystème Go, voilà, les jolis petits logos des différents projets. J'ai mis Bubble Tea, mais évidemment, il faut ricocher sur tous les outils et toutes les librairies qui sont derrière chez Charm. La partie Cobra pour la partie CLI. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que la partie CLI côté Rust, là c'était Clap qui était derrière. Vous avez toutes les mêmes capacités que dans les autres frameworks à décrire vos commandes, vos options. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, j'ai pas menti, hein, le petit logo de Ratatouille que je trouve adorable, en mode TUI rendu dans une image. Vous avez accès évidemment à tout le code source. Et encore une fois, merci à vous, merci au Jug. Si vous avez 5 minutes, un petit feedback, l'accès aux slides, et vous rebondissez à l'accès à tout le reste. Je reviens dessus 2 secondes, mais juste, si vous avez des questions, je mets ma cape et je vous réponds. Si c'est ric-rac, je peux répondre aux questions dehors, il n'y a pas de problème. S'il y a une super question, c'est tout de suite ou jamais. Non, je déconne. Mathieu, il est large ? Allez Mathieu, je te laisse la piste, c'est à toi. Merci beaucoup et à tout de suite.